Bonsoir à nouveau et bienvenue sur le plateau de Mediapart Live pour le troisième temps de cette soirée où on va discuter, mais oui, d'une bonne nouvelle, voire peut-être d'une utopie. On va essayer de voir qu'il est possible de lutter contre le chômage d'une façon inédite, intéressante et même radicale. On va parler d'une expérimentation qui s'appelle les territoires zéro chômeur de longue durée. Une initiative qui se passe un peu partout en France et qui a même été saluée tout récemment par le président. Écoutons juste Emmanuel Macron, le 13 septembre, parler des territoires zéro chômeur de longue durée. Nous allons soutenir les dispositifs comme Territoire zéro chômeur de longue durée, Convergence, Tapage, qui se sont construits dans cette logique de l'insertion de toute personne, y compris les personnes très éloignées de l'emploi, et qui, au cœur de cette démarche, ont mis le temps, l'accompagnement, la fin de toutes les barrières, qui ne se sont pas réfugiés derrière des dispositifs devenus inintelligibles, mais ont construit une action sociale humble et déterminée pour recoudre, donner cette place à chacun. C'est pour cela que nous allons plus que doubler le nombre de personnes qui pourront bénéficier de ces expérimentations dans tous les territoires et commencer à implanter ce dispositif au-delà des territoires expérimentateurs existants. On laisse le président boire son verre d'eau et nous, on va, pour discuter un peu de cette initiative pendant l'heure qui vient, j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités. Alors, Fabienne Paquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes salariée d'une des entreprises qui dépend de cette initiative, dans la Nièvre, pas loin de Nevers, si je ne m'abuse. Après-midi. Très bien. On peut aussi accueillir Marie-Laure Brunet, donc vous êtes la directrice du comité local dans la Nièvre qui permet à Madame Paquet d'avoir cet emploi et qui supervise sur le territoire toute l'initiative. Laurent Grand-Guillaume, vous êtes le président national de l'association qui chapeaute tout ça et vous êtes un ancien député socialiste. Et pour finir, mon quatrième invité, Rémi Rigaud, vous êtes conseiller confédéral à la CGT. Vous êtes membre du conseil d'administration du fonds d'expérimentation qui gère aussi et qui chapeaute aussi l'initiative. Et vous êtes vous-même passé par la case du chômage longue durée. Bien sûr. Voilà, donc on va discuter tous ensemble. Peut-être pour commencer, on peut vous interroger, Fabienne Paquet, pour que vous nous racontiez ce que ça veut dire aujourd'hui pour vous être employé dans ce qu'on appelle une entreprise à but d'emploi. Qu'est-ce que c'est votre quotidien professionnel aujourd'hui et qu'est-ce qui a changé depuis que vous y êtes employé peut-être ? Mon quotidien, c'est sûr qu'il a changé, puisque moi, j'étais à la recherche d'un emploi depuis 1 an et demi. Donc, j'avais changé de région. J'arrivais du Sud, dans le Var. Et j'ai rencontré donc Marie-Laure Brunet, la chef de projet. Et puis, cette initiative m'a de suite emballée. J'ai tout de suite adhéré. Et puis, j'ai commencé à travailler avec elle. Et puis, aujourd'hui, je suis assistante de direction. Donc, voilà. Et puis, je fais un peu aussi de RH. J'encadre un peu les salariés, puisque aujourd'hui, on est quand même assez nombreux à Prémery. D'accord. Et donc, dans le Sud, c'était votre métier ? Vous étiez déjà... Non, dans le Sud, j'étais assistante de gestion syndic. Donc, c'était un métier tout à fait différent. Et quand je suis arrivée dans la Nièvre, j'ai constaté la région sinistrée du point de vue du travail. Et donc, ce projet, pour moi, était une bouée de sauvetage. D'accord. Donc, vous êtes une des premières salariées de cette entreprise ? Oui, j'ai fait partie des 25 premiers salariés qui ont signé leur contrat en CDI. D'accord. Peut-être on peut expliquer le principe pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas exactement. Donc là, pendant qu'on parle, on voit d'autres, des témoignages de salariés ou de membres de l'association qui racontent, sur le site de l'association Territoire zéro chômeur de longue durée, qui racontent un petit peu leur expérience. Comment ça marche ? C'est quoi le principe ? Vous étiez à la recherche d'un emploi ? J'étais chômeur de longue durée, donc de plus d'1 an de chômage. Donc moi, ça faisait 1 an et demi que j'étais arrivée sur la région de Bourgogne. Et puis, habiter depuis 6 mois sur le territoire. Moi, j'avais une maison secondaire donc, que j'ai réintégrée en septembre 2015. Et puis, être volontaire. Surtout, c'était la condition sine qua non, c'était d'être volontaire pour être engagé dans ce projet. D'accord.
Et donc, peut-être que vous pouvez nous raconter, Marie-Laure Brunet, vous recrutez, enfin les entreprises que vous chapeautez, l'entreprise que vous chapeautez et puis celles qui sont un peu partout en France, il y a 10 territoires qui expérimentent. Qu'est-ce que vous faites quand un chômeur de longue durée dit « je suis volontaire », comment ça marche? Alors, comment ça marche? Il y a plusieurs étapes, on va dire. Il y a eu l'étape avant l'habilitation, où effectivement les salariés, les futurs salariés potentiels d'ailleurs à cette époque-là, sont venus participer à la mise en place de tout le projet sur le territoire. Et c'est ce que d'ailleurs vont faire maintenant les salariés potentiels des autres territoires potentiels. Donc ils ont fait effectivement beaucoup de bénévolat. Fabienne, elle a beaucoup bossé avant même d'être salariée. Elle a participé à la création du support et d'autres sur les activités. Enfin voilà, donc il y a eu tout un travail avant. Pour maintenant, où l'entreprise est créée, donc où elle fonctionne avec effectivement un certain nombre de salariés, les nouvelles personnes qui se retrouvent en situation de chômage de longue durée sur le territoire, donc qui habitent, comme a dit Fabienne, sur le territoire, arrivent dans nos bureaux par plusieurs biais. Voilà. Il y a Pôle emploi, qui est un partenaire quand même pour nous très important, mais il y a aussi les associations qui reçoivent les personnes, dans ce cas-là plutôt des personnes en grande difficulté, mais il y a aussi les mairies, il y a les maires, et surtout maintenant où on est à 90 salariés, il y a tout le bouche à oreille. Donc 90 salariés en combien de temps depuis le 6 février 2017. D'accord. Voilà. Ça grossit très vite. Un petit peu. Et donc le bouche à oreille, les gens entre eux. La semaine dernière, enfin même pas la semaine dernière, en début de semaine, j'ai rencontré 4 personnes qui venaient du même hameau. Voilà, ça s'étale. Quand on dit tout le territoire, ça veut dire quoi? C'est une commune? 13 communes. C'est 13 communes. 13 communes, c'est une ancienne communauté de communes. 13 communes, 3800 habitants. On est tout petit en termes de... Mais en nombre de demandeurs d'emploi à longue durée, on était... c'est relativement conséquent, puisque nous, on estime qu'on a besoin de 150 postes. D'accord. Pour faire face. 150 postes qui correspondent à quoi? Ça correspond à tous les chômeurs de longue durée qui auraient envie de travailler chez vous? Oui, enfin on estime. Là, effectivement, 90 salariés actuellement, on a constitué une liste d'attente. Parce qu'effectivement, il y a besoin de développer les activités. Il y a des gens qui arrivent et l'activité n'est pas forcément prête ou suffisamment développée pour qu'ils puissent être embauchés. Donc il y a 60 personnes qui attendent d'être recrutées encore. Et on se rend compte aussi qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Donc enfin voilà, il y a ceux qui habitaient déjà, qui n'étaient pas formés, qui commencent à être informés, et puis il y a aussi d'autres gens de l'extérieur. Des gens extérieurs, je m'entends, qui déménagent, on va dire comme ça, qui sont parce qu'il y a du travail. La vraie problématique chez nous, comme je pense dans beaucoup de territoires ruraux, c'est le manque d'emploi. On est vraiment sur cette problématique-là. Alors, et vous pouvez peut-être nous expliquer toutes les deux comment ça marche concrètement quand un demandeur d'emploi arrive, il est embauché à temps plein, on lui paye un salaire? Non, il a un parcours. Voilà, c'est ça. Donc le parcours est assez simple. Le comité local qui est celui qui met en mouvement tout ça, on reçoit les gens. L'entretien dure à peu près 1 heure. Et là, on va poser 4 grandes questions, on va dire. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Donc à apprendre à faire. Et moi, je rajoute toujours la question, qu'est-ce que vous ne voulez pas faire? Et avec ça, on déroule donc des parcours de vie, souvent, parce qu'on ne va pas juste chercher quelles sont les compétences professionnelles, ce qui a été mis en branle avant, mais aussi tout ce qui est plus personnel. On a l'exemple d'une dame qui est arrivée chez nous, qui est rentrée pour faire du maraîchage.
Bon, ok, c'était pas mal, mais elle m'avait dit, moi, je veux faire je fais de la customisation de meubles chez moi, je fais des choses. Et finalement, donc elle a essayé pour montrer ce qu'elle savait faire, 2, et puis maintenant, c'est une activité à part entière avec une autre personne d'ailleurs, et elles font des choses sur commande, tout en sachant qu'il y a beaucoup de commandes. Donc voilà, c'est aussi aller chercher chez les gens. Des choses sur lesquelles ils n'auraient pas forcément, ils ne seraient pas positionnés sur des emplois classiques. Okay. Voilà. Donc, une fois qu'on les a rencontrés, qu'on a discuté tout ça, on vérifie bien effectivement qu'ils sont demandeurs d'emploi depuis plus d'1 an. Enfin, je dirais même en recherche d'emploi. Parce qu'il y a plein de gens qui arrivent qui sont ou plus inscrits à Pôle emploi, parce qu'ils ont été radiés ou parce qu'ils ne voulaient plus s'inscrire. Enfin, s'actualiser. Voilà, vous avez des gens qui n'ont jamais été vraiment inscrits, des femmes qui n'ont jamais été inscrites à Pôle emploi. Et donc, on leur demande de s'inscrire, parce que ça, on l'a posé comme un impératif avant l'embauche. Et puis, on vérifie qu'ils sont bien sur le territoire depuis plus de 6 mois. Et puis après, il y a la fameuse liste d'attente. L'objectif, c'est qu'en attendant d'être recruté, en fonction aussi des besoins de l'entreprise et de la possibilité qu'elle a d'embaucher ou de mettre en place l'activité. Il y a tout un temps avec eux de travail sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire ou d'adaptation pour certains. Sur certains territoires, il y a des formations je dirais, préalables sur, j'allais dire, le savoir-être en entreprise. Quels sont les fondamentaux avant de pouvoir intégrer l'entreprise. C'est aussi là qu'on peut travailler la cohésion, le sentiment d'appartenance, toutes ces choses-là. Okay, et donc ça se fait avant. On va venir au fonctionnement, à l'origine du mouvement et tout, mais peut-être, alors effectivement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire avec Rémi Rigaud, et puis qui veut participer ou intervenir, surtout n'hésitez pas, mais vous l'avez dit, il y a besoin parfois d'une formation préalable. Est-ce que ça veut dire parce que ça veut dire que le chômage longue durée, c'est destructeur en termes personnels, et que le but de ces entreprises, c'est de sortir les gens d'années de recherche d'emploi ou d'années de non-activité, et ça a des conséquences de ne pas travailler, de ne pas être en emploi pendant aussi longtemps ? Effectivement, le chômage c'est vraiment très destructeur. Et avant d'être en chômage de longue durée, c'est déjà très très difficile. C'est très difficile. On est considéré comme chômeur de longue durée à partir d'un an d'inscription à Pôle emploi et sans travail. Si on en croit l'INSEE, c'est vraiment ne pas avoir travaillé, même ne serait-ce qu'une journée. Ouais. Donc, vous savez combien il y a de personnes en France qui sont dans cette situation ? Alors, ça dépend comment on va prendre les chiffres. Si on prend les chiffres qui ont servi à ATD Quart Monde dans le projet, ATD Quart Monde avait dit nous voulons donner du travail aux personnes des catégories A, B, C de Pôle emploi et qui ne sont pas indemnisées. Okay. Ça représentait à l'époque 2 300 000 personnes environ. Aujourd'hui, ces mêmes personnes, c'est 3 300 000. Donc 1 million de personnes en plus. Donc on voit déjà que le nombre est énorme. Oui, ça permet peut-être de rappeler quelque chose qui est un peu une de mes marottes, c'est qu'on parle beaucoup des 6 millions de chômeurs ou de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. On oublie souvent de rappeler que moins de la moitié touche une indemnisation. Alors oui, effectivement, il y a pas seulement la moitié qui touche une indemnisation, effectivement, dans ceux qui sont inscrits à Pôle emploi. Mais il y a tous ceux qui ne sont pas inscrits. Il y a tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne font pas valoir leurs droits. C'est de l'ordre de 30-40% de gens qui ne s'inscrivent pas, qui ne font pas valoir leurs droits. C'est quelque chose de très important. Par ailleurs, au niveau du chiffre, du nombre de personnes concernées, pour ma part, moi, j'ajouterais tout simplement les gens qui sont au RSA, 2 600 000, les gens qui sont en ASS, il y a 370 000. Et à côté de ça, toutes les personnes qui sont au-dessus d'1 an d'inscription, entre 1 an et 2 ans, puisqu'à partir de 2 ans, on se trouve en ASS, et là, il y en a encore 1 200 000. ASS, allocation spécifique de solidarité. Oui, donc on arrive à passer 5 millions de personnes qui sont dans une situation de pauvreté à cause de ce chômage de longue durée. Et ça, vraiment, il y a beaucoup de personnes. Et
et le territoire zéro chômeur qui permet de donner un peu de travail à certains, eh bien, enfin, pourquoi pas le prendre, ce travail? Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Par contre, nous, on avait émis quand même, au niveau de la CGT, nous avions émis des réticences quand même par rapport au financement et par rapport au métier qui pouvaient être, évidemment. On y reviendra bien sûr dans le cours de la discussion hein, sur Non, mais c'est très bien que vous le souligniez. Il y a évidemment du très bien. Et ce qui nous intéressait en vous invitant, c'est que voilà, la CGT est membre du conseil d'administration et en même temps un regard qui peut être critique. Voilà, donc il y a des débats en cours parmi les acteurs. Donner du travail à des chômeurs, on est pour à 100%, tout à fait, il n'y a pas de problème. Toutefois, nos réticences vont dans le sens où c'est d'ailleurs une expérimentation. Donc, à partir de là, on ne s'est pas prononcé contre, parce qu'on va faire l'expérimentation, on verra après ce qu'il y en est des résultats de cette expérimentation. Pour ma part, ça ne m'a pas l'air très concluant pour l'instant. Mais bon, on va en discuter. On en parlera. Ouais, non, mais peut-être qu'on revient au début, à savoir, alors avec vous, Laurent Grand-Guillaume, sur comment ça marche, d'où ça vient, qui a lancé cette initiative, ce discours que vous devez maîtriser pas mal quand vous présentez le... À l'époque, quand j'étais donc député, j'avais rencontré Patrick Valentin, qui est un bénévole, avec des militants d'ATD Quart Monde, et qui étaient venus me présenter l'idée simple qui consiste à dire, d'abord, personne n'est inemployable. Deuxièmement, il y a un coût du chômage longue durée en France pour l'État et les collectivités territoriales que l'on peut remobiliser pour créer des emplois dans les territoires. Et puis, on peut justement, en partant des territoires, en construisant un consensus, développer des activités nouvelles qui n'entrent en concurrence avec personne, donc qui ne percutent aucune activité existante, et donc permettre aux personnes privées d'emploi. Donc c'est beaucoup plus large que la seule définition du chômage de longue durée d'un point de vue statistique. Toutes les personnes privées d'emploi, leur offrir un emploi durable dans le territoire. Et moi je me suis dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant en fait? C'est si simple, quelque part. Et à partir de là, donc, j'ai rédigé une proposition de loi avec un groupe de travail où il y avait des députés de toutes les sensibilités politiques, puisque j'avais invité des députés de toutes les sensibilités dans le groupe de travail pour qu'on dépasse les clivages habituels. Et on a élargi aussi le cercle des associations, puisqu'il y a Emmaüs France qui nous a rejoints, le Secours catholique, le Pacte civique, la Fédération des acteurs de la solidarité. Et cette proposition de loi a été votée donc à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat et a donné lieu au choix de 10 territoires. Il y en avait déjà 40 qui étaient candidats à l'époque, donc 10 qui ont été choisis dans le cadre d'un appel à projet pour lancer cette expérimentation. Donc les principes, finalement, ils sont simples dans ce projet. 43 milliards d'euros, c'est le coût du chômage longue durée en France, ce qui fait un peu plus de 18 000 euros par an et par personne, selon ATD Quart Monde, pour l'État et les collectivités territoriales. Ce coût, c'est quoi? C'est le coût de l'argent qu'on verse aux demandeurs d'emploi, mais il y a d'autres coûts induits, j'imagine. Alors c'est hors dépenses de l'UNEDIC, en plus. C'est hors dépenses, hors allocations versées aux chômeurs. Donc on a des aides qui peuvent être versées, parfois par l'État. Vous avez aussi toutes les dépenses sociales des centres communaux d'action sociale dans toutes les communes de France, parce qu'une personne qui est au chômage longue durée, elle va solliciter parfois des aides face aux difficultés qu'elle rencontre. Vous avez aussi les dépenses de santé, par exemple, qui se cumulent à tout cela, puisque plus on est au chômage longue durée longtemps, plus ses conditions de santé se dégradent. Il y a plein d'études qui le démontrent. Et puis, toutes les aides cumulées, en fait, représentent 18 000 euros. Mais l'OCDE a estimé ce coût à 25 000 euros. Donc, finalement, le calcul d'ATD Quart Monde est bien en dessous des estimations de certains organismes internationaux. Or, le coût d'un SMIC avec les cotisations, et non pas les charges, parce que certains disent les charges, moi je dis les cotisations, parce que je participe à un système de solidarité. Voilà. Le salaire, le SMIC, en fait, avec les cotisations, c'est à peu près 20 400 euros. Par an, donc, par an et par personne. Voilà. Donc quand on met, on va dire, ces deux sommes l'une face à l'autre, on se dit qu'il y a peut-être des liens à faire, c'est ce qu'on fait justement, avec le fonds d'expérimentation, par lequel transitent ces sommes. Et chaque fois qu'un emploi est créé dans le territoire, en fait, il y a un versement par le fonds d'expérimentation de cette somme qui correspond au coût du chômage sur une durée de 5 ans. L'idée étant que le chiffre d'affaires de cette entreprise va augmenter, en tout cas on se bat au quotidien dans les territoires pour le faire, de manière à ce qu'après cette somme petit à petit diminue, voilà, pour faire en sorte que l'entreprise à long terme soit viable. Vol de ses propres ailes. Donc l'idée, c'est de panacher des aides et puis, j'imagine, le chiffre d'affaires, les bénéfices de l'entreprise. Exactement. OK. Alors, on a parlé de 10 territoires, mais donc qu'est-ce que Emmanuel Macron a annoncé? Il a annoncé qu'il allait y avoir un élargissement. Au bout d'un peu plus d'un an d'expérimentation, donc il y a plus de 600 personnes qui ont été embauchées en contrat à durée indéterminée et à temps choisi.
jamais subi. D'accord. Donc, Temps parce que choisi, ça veut dire temps partiel ou temps plein à la demande. C'est que des temps pleins pratiquement chez nous, Voilà. sauf D'accord. pour des personnes en situation de handicap pour la plupart. Mais sinon, ce ne sont que des temps pleins. On est vraiment sur des emplois qui sont à la fois durables et sécurisés. Et donc un peu plus de 600 sur des micro-territoires, entre guillemets. C'est-à-dire on est sur des territoires qui vont aller de 4 000 jusqu'à 10 000 habitants. On n'est pas sur des villes de 100 000 habitants, 200 000 habitants. On a voulu commencer sur des petits territoires, entre guillemets, pour grandir petit à petit et prouver déjà que c'est possible. Que c'est une utopie, j'ajouterais, réaliste. Voilà. Et donc à partir de là, en tout cas ça fonctionne, en tout cas selon nous. Et puisqu'on a environ 1400 personnes aujourd'hui identifiées comme étant des personnes qui, justement, voulaient rentrer au départ dans l'expérimentation. Donc, il y en a 600 sur 1400 qui ont été embauchés. Et il y en a 350 qui ont trouvé un emploi, en fait, par ailleurs, sans passer par l'EBE, l'entreprise à but d'emploi. Mais il y a encore toutes les personnes qui n'ont pas été identifiées. Parce qu'en fait, quand on dit, par exemple, qu'il y a 150 personnes au chômage longue durée, après Emery, il y en a 89 qui ont déjà été embauchés. Il y a encore sans doute des personnes qu'on n'a pas encore identifiées, et forcément, et qui ne sont plus inscrites nulle part. On en parlait tout à l'heure. Et le président de la République, il a dit que, parce qu'on se bat depuis un an pour faire en sorte qu'on puisse étendre l'expérimentation et non pas la généraliser, parce qu'en fait, ce n'est pas ni un système hydraulique, ni un dispositif. C'est un projet de transformation économique, sociale et écologique dans les territoires. Et donc, ça ne peut reposer que sur la volonté d'un territoire. Ce n'est pas un truc qu'on applique comme ça et avec un coup de baguette magique, ça se passe. Non, il faut un territoire qui se mobilise. Et donc, il a annoncé que l'expérimentation allait être étendue. Alors, on espère, à travers la loi sur la pauvreté ou une autre loi, peu importe, en tout cas, que cela soit prévu. Et puis, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait plus d'une cinquantaine de territoires qui puissent à terme expérimenter ce projet. Et nous, avec l'association, on a déjà identifié une centaine de territoires qui nous ont contactés, dont une cinquantaine qui ont déjà créé un comité local pour amorcer le projet. Et il y a une belle dynamique. Par exemple, dans Bourgogne-Franche-Comté, le 5 octobre, il y a une réunion qui va être animée à Clamecy avec le territoire d'expérimentation et les territoires qui veulent expérimenter demain, de manière à transférer quelque part l'expérience. Voilà. Et c'est comme cela qu'on prépare les choses. Donc oui, il y a l'annonce du président de la République, mais si on veut réussir le passage à l'échelle, en fait, ça ne va reposer que sur les volontés locales. En fait. C'était effectivement ça tombe bien. Vous faites ma transition et ma question, c'est que ça a l'air quand même, compliqué à mettre en œuvre. Enfin, ça a l'air de nécessiter beaucoup de discussions, de synergies. Je vais vraiment jouer un peu aux mauvais élèves, mais en regardant sur le site de l'association, on a un schéma qui montre l'organisation ou les échanges entre les différentes structures. Ça a l'air compliqué. Donc voilà, le schéma, on l'a à l'écran. Bon, une entreprise à but d'emploi, les collectivités territoriales. C'est complexe au sens où il y a beaucoup d'acteurs, effectivement, mais qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à présent? Il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Mais il y en a notamment une. C'est que dans les territoires, vous avez plein d'acteurs différents. Vous avez des acteurs de l'emploi que l'on connaît bien, des entreprises, des collectivités, des services publics. Or, chacun fonctionne en silo, souvent, dans son monde, finalement. Déjà, rien que le fait de sortir de ce monde, d'inviter aussi les partenaires sociaux à participer au débat. Et surtout, d'inviter les personnes privées d'emploi à participer au projet. Comme vous, madame, vous avez participé au projet dès le départ. Eh bien, tout cela, c'est un changement. Parce que quand vous prenez un dispositif, alors on crée un dispositif, on vote une loi, j'ai bien connu cela quand j'étais parlementaire, donc vous avez une loi, un dispositif qui est créé, des préfets qui vont voir les territoires en disant bon, on a 30 places dans tel dispositif qui veut s'inscrire, et on ne touche que les personnes qui sont proches finalement de l'emploi. Déjà dans la problématique. Qui sont déjà dans une dynamique et qui ont déjà contacté des structures. Mais tous les invisibles, entre guillemets, qui ne sont suivis par aucune structure, ou qui tout simplement ne croient plus en rien, il y en a tellement. Eh bien, toutes ces personnes, elles ne sont pas concernées par ces dispositifs qui se sont accumulés. Alors, il y en a plein, il y en a une ribambelle. Voilà. Donc, nous sommes tous sauf un dispositif. Vous avez bien compris. D'accord, très bien. Mais alors, vous, Fabienne Paquet, quand vous entendez ça, est-ce qu'au quotidien, ça veut dire, et quand vous avez aidé à monter cette structure, vous voyez, vous, les échanges entre les différents acteurs, enfin, comment ça marche concrètement? Il y a des réunions régulières Oui, il y a des réunions, bien sûr. Déjà, on est piloté par le comité local, donc on a beaucoup d'aide du comité local, notamment au niveau des embauches. Parce que eux, ils reçoivent les personnes en amont. Donc nous, quand on les embauche, eh bien, on sait déjà ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils aiment faire. Et surtout, le but aussi, c'est
que ça soit une transition. C'est-à-dire, nous, il y a des personnes chez nous qui ont retrouvé un travail, donc qui ont retrouvé finalement, grâce à l'EBE, parce que du coup, les employeurs ont plus confiance et puis ils ont pu remarquer leurs performances. Notamment, nous, on est une région où il y a beaucoup de forestiers, hein, et donc on travaille avec un forestier dans le territoire et qui nous a fait confiance. Et il y a une vingtaine de bûcherons qui travaillent pour lui. D'accord. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai écrit un article sur ces expérimentations en janvier, où je vous ai interrogé certains d'entre vous, quelqu'un m'a dit une phrase qui m'a marqué, qui était de dire en fait notre but, c'est l'inverse d'une entreprise habituelle, c'est que les gens nous quittent. Sous-entendu que les salariés de l'entreprise à but d'emploi volent de leurs propres ailes. C'est un peu comme ça que ça marche? Mais nous, en fait, c'est une réussite quand des personnes nous quittent. Soit, on en a quelques-uns qui sont partis en formation justement pour pouvoir voler de leurs propres ailes, mais on a aussi des personnes qui ont été contactées par des entreprises du territoire, même hors du territoire, et ils sont partis, et c'était plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Et alors, ce point, peut-être, pour rajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est que par exemple, là, si on parle du bois, on est sur une activité de transition énergétique, et en plus, le bois, il est revendu donc, au Secours catholique, qui le revend à tarif social à des personnes qui, entre autres, qui sont frappées par la précarité énergétique. Donc à la fois on est sur une activité de transition énergétique et en plus ça bénéficie en partie à des personnes qui sont frappées par la précarité énergétique, donc c'est très important. Et il y a un carnet de commandes qui je crois... qui est bien rempli. Hein. Ouais, c'est ça. D'autre part, fin 2019. Au niveau du bois, il y a aussi... ce qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivée, c'est qu'il y a beaucoup de pauvreté dans des petites communes très reculées, et des personnes âgées qui ont été très heureuses de savoir qu'on pourrait couper leur bois, leurs affouages, puisque chaque année, ils ont droit à un affouage. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, un affouage? Alors, un affouage, c'est une coupe de bois qui est réservée par la commune. D'accord. Donc, la commune gère l'ONF. Avec l'ONF, ils gèrent des coupes de bois. Et il y a des coupes de bois qui sont réservées à un tout petit prix pour des gens qui ont peu de moyens. Mais ces gens-là ne pouvaient pas couper leur bois parce qu'ils n'avaient ni le matériel ni la force. Donc, ils font appel à nous. D'accord. Et voilà. Et donc, pour eux, c'est... Là, du coup, vous décrivez le mécanisme des actions ou des métiers qui sont mis en place. En fait, en gros, chacun arrive avec ses compétences ou ses envies ou les choses qu'il a envie de développer et propose à l'entreprise peut-être de développer des activités. Comment ça se passe? En gros, vous créez diverses branches de métiers. Et donc c'est ce que vous avez dit, il ne faut pas que ça rentre en concurrence avec une entreprise privée. Alors pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas qui veut répondre, peut-être Rémi Rigaud. Ou je ne sais pas, allez-y. Sur ça, les gens, quand ils arrivent, alors soit effectivement, ils ont une idée bien précise de ce qu'ils veulent faire, soit ils n'ont pas trop d'idées, parce qu'on a beaucoup de jeunes, hein, chez nous, une quantité de jeunes assez importante, qui sont sortis de l'école très très jeunes. Voilà, 16 ans. Donc ils mettent 3 ans à peu près à arriver, mais ils arrivent. Et donc eux, on les fait tourner partout. Pour ceux qui effectivement arrivent avec un métier... on essaye de poser l'activité, de les poser sur un métier qui va bien, sachant que dans chaque métier, il y a des compétences qu'on peut transférer à une autre activité. Et il y a ceux qui ont des projets. Donc, dans le BE 58, donc, qui est la première EBE du territoire de Prémery, il y a 7 secteurs d'activité. Okay. Donc, ça va du maraîchage, le bois, à des services aux entreprises, à la recyclerie. On a une grosse recyclerie, aux services aux populations. Enfin voilà, vous avez vraiment de l'événementiel. Les motoculteurs. Voilà, les motocultures. Et puis la brigade route, j'avais oublié la brigade route, la fameuse, toute nouvelle. Et enfin voilà, vous avez vraiment... et donc on s'adresse... en termes d'activité, quand on a posé le dossier d'habitation, on avait posé plus de 70 activités qui potentiellement sont utiles au territoire. Ce qui laisse quand même beaucoup de marge en termes de possibilités d'emploi pour les gens. Voilà. Et l'idée est de montrer quoi qu'est-ce que vous cherchez à faire? Montrer qu'il y a plein d'activités qui sont délaissées,
qui ne sont des activités où il n'y a plus d'emploi en face. Vous avez parlé de coupe de bois, de recyclerie. Je sais dire qu'il y a beaucoup d'activités qui sont très intenses en emploi, en transition énergétique, économie circulaire. Il y a plus de 50% des activités dans les entreprises des 10 territoires qui sont sur ces secteurs-là déjà. Beaucoup de besoins de proximité, mais il y a des endroits où on a racheté par exemple un commerce qui allait disparaître en centre-ville, et donc on le réanime. Un autre endroit où on a acheté une camionnette et qui fait le tour des communes pour livrer les marchandises d'épicerie avec les épiceries locales, etc. Donc c'est vraiment de la proximité et, alors, en fait, et surtout ça n'entre en concurrence avec personne. C'est ça qui est fou, quoi. C'est qu'en fait il y a plein de choses en fait, que l'on peut développer qui n'entrent en concurrence avec personne. Peut-être laisser la parole à Rémi Rigaud qui essaye de rebondir. Un peu terminer sur l'activité bois, parce que c'est effectivement ce qui m'a fait prêter l'oreille vraiment au dispositif à un moment donné, puisque c'était mon premier métier. C'était mon premier métier. Pour rentrer dans le métier, pour rentrer à l'ONF, il a fallu que je justifie d'un certain nombre de diplômes, d'un certain nombre de choses pour pouvoir rentrer à l'ONF et pratiquer mon métier. Toutefois, il se passe à un moment donné, en 1985, un accord au niveau national qui se signe pour la création d'entreprises de travaux forestiers. Or, entreprises de travaux forestiers, c'est des travailleurs indépendants, comme on en voit toujours aujourd'hui un peu partout. Et ces travailleurs indépendants ont pris en quelque sorte notre place à nous de salariés de l'ONF et voire d'autres entreprises. Et donc, à partir de là, nous-mêmes, on est obligés de devenir salariés, enfin, travailleurs indépendants. Ça n'a pas duré très longtemps, parce que la concurrence, etc., et l'abandon surtout d'un certain nombre de travaux que nous faisions en forêt, fait que nous n'avions plus de travail. Alors maintenant, quand on me présente l'activité zéro chômeur pour faire le métier que je faisais, que j'ai appris et qu'on a perdu, parce qu'on a voulu transformer, on a voulu gagner de l'argent un maximum sur le dos des travailleurs, parce que ces travailleurs indépendants, ça reste des travailleurs qui sont de faux salariés, tout simplement, hein, d'ailleurs, il ne faut pas penser n'importe quoi, c'est pas... Voilà. On a donc transformé le métier, ce métier de salarié. On était salarié, on est devenu indépendant, on a disparu, on n'a plus fait les travaux. Tous les travaux d'entretien en forêt, les entretiens de sentiers, etc., qu'on faisait en réalité, en plus de notre travail de sylviculture, tous ces travaux-là n'ont plus été faits. Et maintenant, ben voilà, on a créé zéro chômeur de longue durée et on fait faire ces travaux par des chômeurs de longue durée. Et on veut les payer, en quelque sorte, en plus, par les cotisations que nous avons payées au fur et à mesure de nos travaux. Hein. C'était un peu le projet d'ATD Carmonde. Je me rappelle qu'il y avait dedans l'ARE qui devait rentrer dans le financement. L'ARE, c'est les allocations versées aux chômeurs. C'est l'allocation de retour à l'emploi. Donc, effectivement, nous avons émis vraiment un certain nombre de réticences. Parce qu'effectivement, il y avait le métier, et puis il y avait le financement. On n'avait pas payé des cotisations sociales pour payer des travaux qui nous étaient payés autrement. Et du coup, rentrons dans ces débats. Peut-être d'abord dire que ce ne sont pas des chômeurs longue durée, ce sont des salariés qui travaillent. Oui, de plus, ce sont des salariés. Donc, ils sont devenus chômeurs longue durée, ils sont salariés. Ils restent inscrits à Pôle emploi. Ben, attention, parce qu'en fait, ce qu'on a inscrit comme idée, justement, c'est que les personnes elles puissent être inscrites en catégorie E, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier toujours d'un accompagnement. C'était ça l'idée et l'esprit de la loi. C'était pas qu'elles restent des chômeurs longue durée. Elles sont salariées. Oui. Par contre, elles continuent à bénéficier d'un accompagnement qui peut être nécessaire parfois, justement, pour des personnes qui vont le concevoir comme peut-être une transition vers autre chose. Et en cela, je ne vois pas en quoi ça serait un problème. Et si nous développons aujourd'hui des activités qui ont disparu dans les années 80, tant mieux, parce que ça veut dire que le besoin n'a pas été satisfait ensuite, voilà, que le besoin était toujours là, que l'activité a disparu, mais qu'elle est toujours nécessaire. Et donc c'est plutôt positif. Moi, je le vois plutôt comme ça. Mais bon, c'est un débat. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on parle de l'initiative dans les médias, y compris sur Mediapart,
on explore, on s'intéresse. De fait, c'est une initiative intéressante. On n'entend pas souvent des critiques, surtout venant, on va dire, du camp de ceux qui défendent les travailleurs et les chômeurs. Donc c'est aussi, l'idée c'est aussi de faire vivre le débat. Donc je ne sais pas ce que allons-y sur ce que vous en tirez comme sentiment, conclusion, enseignement. Ça reste tout à fait intéressant de donner du travail à des gens qui sont au chômage. Ça, là-dessus, on ne va pas s'y opposer, c'est une vérité, il n'y a pas de raison. Simplement, on se rend compte qu'on a supprimé des travaux, parce que c'est d'abord les travaux qu'on a supprimés, donc les salariés qui faisaient ces travaux, on les a mis au chômage, ils se retrouvent au chômage de longue durée, et ensuite on leur fait faire ces travaux, en étant payés 40-50% en dessous de ce qu'ils étaient payés. Parce que, et donc, en gros, vous voyez, on voit là une transformation qui est totalement inacceptable. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien ce qui se passe autour de nous. Le nombre de métiers qui disparaissent, le nombre de travaux qui ne sont pas faits à droite et à gauche. Parce qu'on a supprimé ces financements, et c'est des choix politiques, supprimer ces financements. Sur la forêt, on pourra en parler longtemps. C'est vrai qu'il y a eu vraiment des choix qui ont été faits pour supprimer des emplois. Et on supprime les emplois, et à un moment donné, on veut refaire le travail, parce que le travail n'est pas fait, mais en mettant des chômeurs qui vont se trouver... J'entends, en fait, vous vous retrouvez sur le constat, finalement, enfin, même sur le diagnostic et sur le constat. Peut-être que vos critiques s'adressent pas forcément ou pas particulièrement aux membres des associations, aux travailleurs eux-mêmes, mais à des choix politiques, quoi. Vous regrettez le choix politique qui est de dire on va remplacer des travailleurs par des travailleurs moins bien payés parce qu'ils sont passés par une période difficile. Pour le territoire de Prémery, ce qui a créé le chômage, ce n'est pas le fait que l'ONF ait été réformé. Ce qui a fait du chômage à Prémery, c'est qu'il y a une industrie qui a fermé ses portes. Et il y a une désindustrialisation, c'est une entreprise privée qui a fermé ses portes avec des personnes qui sont retrouvées au chômage en nombre très important dans un territoire rural, avec toutes les difficultés qu'on connaît de mobilité, pour retrouver un emploi à proximité, quand vous avez votre famille qui est là. Et moi, je comprends tout à fait ce que vous dites par rapport aux évolutions et tout ça. Mais là, en réalité, dans cette situation, par exemple, de Prémery, c'est vraiment une désindustrialisation massive qui a frappé le territoire. C'est ça, la réalité. Et on essaie de recréer des activités avec il y a le maire Jacques Legrain, enfin tous les élus, les entrepreneurs locaux qui s'investissent aussi dans le projet sur des choses, des besoins qui n'ont pas été satisfaits. Donc c'est le bois, c'est la recyclerie, c'est la ressourcerie, c'est d'autres choses. Donc, Et il y a aussi le fait que, là c'est quand même spécifique au monde rural, il y a des tas de petits bouts d'emploi, plein de petits bouts d'activités qui, globalement, ne peuvent pas être faites par la même personne, puisque, effectivement, elles vont rien à voir entre quelqu'un qui a besoin qu'on l'emmène en course et un bûcheron. C'est difficile d'imaginer que c'est la même personne qui va le faire. Sauf que, il va y avoir, mettons, 1 heure ici, là, par jour, et puis là, il va y avoir 3-4 heures. Donc, pour arriver à faire ces temps pleins, enfin, à permettre aux gens de vivre et de pouvoir... Il n'y a pas une entreprise classique ne peut pas le faire. C'est aussi une des problématiques du monde rural. C'est la segmentation de l'activité et la nécessité de la polyvalence. Donc, une entreprise classique lambda qui aurait vraiment l'électricien du coin, il va faire autour de lui. Mais on a aussi des problématiques en territoire urbain. Parce qu'en Voilà, fait, dans les 10 territoires, on a des territoires ruraux et des territoires urbains. Il y a un territoire dans le 13e arrondissement de Paris, par exemple. On a aussi le quartier de Saint-Jean à Villeurbanne, ou à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, ou bien encore à Colombelles vers Caen. Alors là, on peut imaginer que la problématique est encore plus forte. C'est-à-dire que vous êtes en concurrence avec des entreprises ou même des travailleurs indépendants qui sont... Mais justement, l'idée du comité local, c'est que le comité local, il vérifie ça. C'est qu'on ne percute aucune activité existante. Par exemple, à Los, dans la métropole de Lille, il y a du maraîchage. Ouais, on pourrait dire que ça entre en concurrence avec une grande surface qui vend des légumes. Bon, d'accord, mais quand même. Donc, il y a donc du maraîchage, il y a la menuiserie aussi, avec des activités de réemploi de bois pour en faire des meubles et les vendre localement. Il y a une épicerie solidaire aussi. Donc l'épicerie solidaire, il n'y en avait pas là où elle a été faite.
Et ça répond à des vrais besoins et ça fonctionne. Mais par contre, il y a une densité beaucoup plus forte, donc un nombre de personnes au chômage de longue durée beaucoup plus important qu'en territoire rural. Donc pour parvenir à ce qu'on appelle l'exhaustivité, c'est-à-dire toucher toutes les personnes qui sont au chômage de longue durée, ça sera forcément plus long que dans un territoire rural où on arrivera sans doute plus vite à l'exhaustivité. D'accord. Alors, et Fabienne Paquet, vous qui êtes une salariée de ces entreprises, comment vous réagissez à ces critiques ou comment vous entendez? Est-ce que c'est la première fois que vous entendez des remarques comme ça ou est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent? Je comprends la démarche de monsieur, mais ce qui s'est passé dans les années 80, donc certes c'était une volonté politique, mais après il y a eu ce nombre d'années où justement les personnes, on parlait des affouages tout à l'heure, eh bien les affouages étaient faits en travail dissimulé. Parce que de toute façon, personne ne le faisait. Quoi, pour dire les choses. Personne ne le faisait. Donc nous, on est arrivés sur le territoire comme une bouffée d'oxygène parce que les gens, de suite, sont venus vers nous en nous disant « Oui, mais moi, j'aimerais pouvoir rentrer mon bois en temps et en heure, pouvoir me chauffer l'hiver prochain. Voilà. » Donc, on a été quand même une aide pour ces personnes qui sont isolées puis qui sont dans la pauvreté. Hein. Donc, pour nous, on est utile sur le territoire. Et est-ce que vous avez senti le regard changer au fur et à mesure du temps? Ça fait quelques mois. Oui, tout à fait. J'imagine qu'au début, il y a eu des interrogations sur au début, il y a eu un peu de la méfiance, hein, c'est normal. Au début, il y a eu... Voilà, on nous regardait un peu d'un regard un peu... C'était pas une utopie réaliste, c'était une voilà, utopie suspicieux. C'était tout court une utopie. Mais voilà, après un an d'existence, un peu plus d'un an d'existence, les gens viennent volontiers. Et c'est beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne sur le territoire. Bon, nous, on est un petit territoire. Hein. Ouais, d'accord. Nous sommes vraiment, donc justement, on le dit bien, dans le traitement de la pauvreté, mais c'est le traitement de la pauvreté façon Macron. C'est-à-dire qu'on traite la pauvreté, on traite la pauvreté une fois qu'elle est installée et on ne fait rien pour éviter que cette pauvreté soit installée. Si les métiers étaient restés, si ces métiers existaient vraiment, ces gens pourraient vivre de leur métier normalement. Mais on a supprimé les métiers, on essaye de faire toutes sortes de choses qui vont finalement nous amener à gérer la pauvreté. Le plan pauvreté à Macron, c'est ça, c'est la gestion de la pauvreté et vraiment des plus pauvres, hein, parce qu'on ne va pas les garantir le minimum, le seuil de pauvreté à tout le monde encore, hein, on en est loin. On en est loin. Donc votre critique, c'est un pansement. C'est tout à fait un pansement. D'ailleurs, M. Grillot nous le dit, hein, 600 emplois sur combien au niveau national. Je vais vous dire, à peu près. Moi, je ne peux pas entendre pansement, parce qu'en fait, si vous voulez, moi, je parle des femmes et des hommes, donc je ne parle pas des statistiques. On parle de 600 emplois en contrat à durée indéterminée dans des petits territoires. 90 sur 3800 habitants. Voilà. C'est devenu, par exemple, après Emery, une des premières entreprises du territoire en nombre d'emplois. Donc on peut considérer que c'est un pansement. En réalité, quand on voit concrètement les activités qui sont développées, les personnes qui en bénéficient, ce n'est pas un pansement. C'est une réalité qu'elles vivent au quotidien. Donc moi, je peux entendre, effectivement, après il peut y avoir des débats politiques sur qui a fait quoi, quelles sont les causes, et c'est très important d'en débattre, ça, c'est pas le problème. Seulement, si nous, on ne faisait pas ça, il n'y a personne d'autre qui le ferait. Parce que quand j'entends il aurait fallu faire ceci, il aurait fallu faire cela. Si nous, on n'avait pas fait ce qu'on fait aujourd'hui avec les associations qui luttent effectivement contre la pauvreté, avec les personnes qui se mobilisent dans les territoires, avec les personnes qui créent des activités qui se mobilisent, il n'y aurait rien. Après Emery, en fait, la situation aurait empiré. Donc on peut en fait débattre pendant des siècles des causes. Aujourd'hui, il y a les personnes privées d'emploi au chômage longue durée, plusieurs millions, mais il y a parmi elles 950 000 personnes qui sont au chômage depuis plus de 3 ans. Et la moyenne des personnes que nous embauchons, c'est plus de 54 mois en fait, de chômage. Alors, ça veut dire presque 5 ans. Exactement. Enfin, oui. Exactement. Presque 5 ans de chômage avant d'arriver dans une entreprise à but d'emploi. d'emploi. Dans une entreprise à but d'emploi. Donc, on aurait fait quoi? On aurait attendu qu'elle soit au chômage 50 plus. Donc forcément, on peut considérer que ce n'est pas suffisant, que c'est petit. Mais c'est peut-être pour ça que ça réussit, c'est justement parce qu'on a inversé les logiques. C'est que plutôt que d'inventer des grandes théories à Paris ou à 4 autour d'une table, en fait, nous on fait. Voilà, on fait, on essaie, on va peut-être avoir des échecs.
mais on aura aussi des réussites. Et donc, si on a des échecs, bon, on analysera pourquoi on a eu des échecs, quelles sont les raisons. Et si on a des réussites, eh bien, on analysera pourquoi il y a des réussites. Et après, peut-être d'autres, que ce soit des syndicats, des associations, des élus, peu importe, c'est pas le problème, peut-être feront autre chose demain. Et ça viendra peut-être tout autre chose que ce qu'on vit aujourd'hui. Mais au moins, on aura essayé. Voilà. Et quand on me dit même, mais l'entreprise va devenir quoi dans 5 ans ? Les personnes, Parce que l'expérimentation dure 5 ans et que l'argent est versé pour 5 ans. L'entreprise, le but, c'est qu'elle se développe et qu'elle vive après, bien sûr, les 5 ans. Mais les personnes auraient fait quoi si on n'avait rien fait pendant 5 ans ? Et qui peut dire aujourd'hui, quand on travaille dans une entreprise, mon entreprise, dans 5 ans, elle sera là ? Personne. Hélas. Hélas, parce qu'il y a beaucoup de flexibilité, beaucoup d'inconnus, etc. Voilà. Donc, on fait ce que nous pouvons. En tout cas, on le fait. Et puis ça a quand même aussi, alors on a parlé des causes, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quelles conséquences ça a. Parce qu'effectivement, il y a 90 personnes chez nous qui ont du travail, mais aussi il y a les commerçants, il y a les artisans, il y a les gens à l'école. Ça a un impact sur toute la zone. Ça a un impact sur la vie et sur effectivement l'économie, le dynamisme. Et il y a des choses qui se passent. Donc, et ça, c'est d'ailleurs un des enjeux, je pense, de l'expérimentation, c'est de voir c'est quoi derrière avoir le plein emploi sur un territoire. Qu'est-ce que ça change ? Et très sincèrement, au bout d'un an et demi, ça change beaucoup de choses. Alors des bien ou moins bien. Hein, effectivement, en termes de cohésion sociale, il y a les papas qui sortaient jamais de chez eux ou peu, qui vont chercher les gamins à l'école. Il y a plein de naissances, on ne sait pas pourquoi. Beaucoup plus, ça a doublé. Il y a effectivement... il y a de l'espoir quelque part. Ils ont fait des enfants, c'est parce qu'il y a plus d'espoir. Et les commerçants vous disent, il y a plein de gens que je ne voyais pas. Ah bah là, maintenant, je les vois. Parce que c'est un peu plus facile. Vous avez des choses qui se passent. Et je pense très sincèrement que d'ici quelques temps, il va y avoir aussi des emplois, je pense qu'il y en a déjà sur certains territoires, nous on ne l'a pas encore mesuré, mais qu'il y aura aussi des emplois créés à côté, dans l'économie classique, parce qu'effectivement, il y a 90, 150 personnes qui vont avoir amené effectivement leur salaire, qui vont consommer. Voilà, on est sur une sorte de cercle. Et effectivement, il y a l'enjeu de voir qu'est-ce que ça fait, mais il y a aussi la constatation de cette remise en dynamique du territoire, qui est fondamentale pour les territoires comme les nôtres, et sans doute urbains, mais vraiment pour les territoires ruraux, c'est fondamental. On est en train de mourir, il n'y a plus de médecins à moins de 20 bornes je veux dire, et pourtant, il y a des gens qui y vivent, qui ont envie d'y vivre, c'est très beau, donc si on ne fait rien, si on n'essaye pas, même à l'échelle, et pour nous c'est déjà une grosse échelle, hein, parce que je me dis, c'est une grosse échelle, on ne fait rien et effectivement on s'en va. Okay. Il y a le côté humain aussi. Le côté humain, on retrouve une dignité. Les employés retrouvent une dignité. Parce que quand on est un chômeur de longue durée, on a une étiquette. On a une étiquette, on a une mauvaise image dans la société. Et le fait de retrouver un emploi, d'avoir un poste, d'être utile sur le territoire, eh bien, ça redonne une dignité. Et ça, on l'a constaté depuis 1 an. Il y a des gens qui n'allaient plus acheter un gâteau le dimanche chez le boulanger parce qu'ils avaient honte d'être un chômeur. Et aujourd'hui, eh bien, les gens, ils font travailler les commerces et ils sont heureux. D'accord. C'est intéressant d'avoir déjà des retours sur qu'est-ce que ça change sur quelques mois. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez dire qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer. Quand j'avais interrogé des gens, donc déjà il y a un moment, on m'avait dit beaucoup, le souci c'est qu'on grossit tellement vite, on embauche 50 personnes, 90 personnes. J'imagine qu'il y a des soucis de cohésion, il faut réussir à faire tenir tous ces gens ensemble, tous ces métiers ensemble. C'est quelque chose qui avait été anticipé C'est un vrai défi. L'organisation. L'organisation. On était en conseil d'administration hier, on en a parlé. Donc, effectivement, il y a tout un travail à faire qu'il faut vraiment bien anticiper, mais même en essayant d'anticiper le plus possible. Dans le BE de Prémery, seul le directeur n'est pas un demandeur d'emploi longue durée. Tous les autres salariés sont des personnes qui sont rentrées dans le projet
avec leur métier. Donc que ce soit Fabienne, que ce soit le comptable, que ce soit effectivement... Enfin voilà. Donc il y a toute une professionnalisation aussi. Enfin, il y a plein de choses qui doivent se mettre en mouvement. Et ça prend un petit peu de temps quand même, hein. Sachant qu'on n'a pas non plus... 18 000 euros, c'est bien. Il y a eu aussi des fonds propres qui ont été amenés et qui étaient indispensables. Maintenant, il y a quand même des frais de structure parce que c'est des salariés un peu plus classiques, donc avec des équipements de protection individuelle, avec le CSE. Enfin voilà, il y a plein de... Il y a la vie d'une entreprise à gérer, quoi. Il y a plein de choses et effectivement... il faut faire avec souvent les moyens du bord. C'est clair que l'utopie, pour beaucoup, c'était une utopie, avec la difficulté de projets comme ça, où effectivement on a besoin de locaux, on a besoin de plein de choses, et le banquier, quand il vous reçoit, il peut vous regarder avec un air un petit peu bizarre. Donc il y a tout, voilà, il y a plein de travail à faire, et l'organisation, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on est en train de bosser partout, je pense, dans toute la France. On a des confrères, le site Bastamag, qui a justement fait un article là tout récemment, le 24 septembre, un article joli de Simon Gouin, où il était près de Caen, il refait un petit bilan, et c'est ce qu'ils disent notamment, difficulté d'organisation, et puis aussi de faire tenir tous ces gens ensemble, notamment des gens qui, ce que vous disiez au début, qui ont perdu l'habitude, ou qui n'ont jamais eu l'habitude de travailler ensemble, très bêtement, de supporter la collectivité, je ne sais pas si c'est des choses que vous rencontrez, mais c'est des difficultés à prendre en compte. Je pense que c'est tout à fait certain. Le salarié, la personne qui retrouve un emploi, retrouve une dignité. Et ça, c'est clair que c'est quelque chose de très important dans la vie d'une personne, que de retrouver une certaine dignité, de retrouver la force d'aller faire les courses. Parce que, croyez-moi, c'est vrai que c'est une force. Comment on fait pour aller voir le médecin le jour où on est malade? Il y a tout un tas de choses pour le privé d'emploi de longue durée qu'il va acquérir par le travail. Et ça, c'est vraiment le côté positif de territoire zéro chômeur de longue durée. Ça, on ne peut pas le nier. Pour nous, à la CGT, nous allons rester quand même sur nos craintes de métiers qui peuvent être remplacés par territoire zéro chômeur, et notre crainte par rapport au financement pour l'instant, qui doit être assuré. C'est l'État qui l'assure, à 80%, quelque chose comme ça. Et par contre, tant que c'est comme ça, on va être d'accord. Toutefois, il faut bien se rendre compte d'une chose. On a supprimé les emplois aidés. C'est bien des emplois aidés. Oui, c'est tout à fait une forme de subvention d'un emploi. C'est une autre forme d'emploi aidé. Pour ma part, je viens de l'insertion. J'étais encadrant dans une structure d'insertion. Effectivement, les salariés étaient en emploi aidé. On avait un accompagnement qui était en place. On était 4 encadrants pour 20 salariés en insertion. Donc c'était une structure qui tenait la route, qui pouvait continuer, fonctionner, puis vraiment faire un accompagnement des gens. Aujourd'hui, je vois que vous avez 90 salariés. Il y a combien d'encadrants pour arriver à entraîner les gens vers un nouveau travail, vers le fait de trouver un vrai travail hors territoire zéro chômeur. Et voilà, combien on a de personnes, et je sais pertinemment bien que ça manque, il y a un manque de ce côté-là, parce que il faut des financements pour faire l'accompagnement. On ne fait pas un accompagnement comme ça. Bien que les gens restent inscrits à Pôle emploi, on sait l'accompagnement que les gens en catégorie E, les conseillers n'ont pas beaucoup de temps de peuvent avoir, c'est vraiment très limité. Et quand on sait qu'on va nous supprimer encore 800 personnes au sein de Pôle emploi, on ne va pas arranger les choses.
Hein, donc, Il est certain que le gouvernement ne se lance pas dans un recrutement de conseillers Pôle emploi, c'est sûr, c'est même l'inverse. donc voilà, c'est un peu une crainte que nous avons. Il ne faut pas laisser. C'est pas une voie de garage. Il ne faut pas que Territoire Zéro Chômeur soit une voie de garage. Il faut vraiment que les gens soient accompagnés pour pouvoir aller plus loin dans leur vie. Alors, je pense peut-être juste la question, ou même que ce soit un alibi. Vous savez, j'ai entendu beaucoup de constats sur les conditions d'échec. Depuis, on va dire, maintenant 5 ans que je défends ce projet, on m'a dressé toutes les causes possibles et inimaginables pour lesquelles ça ne pourrait pas fonctionner. C'est un débat, mais en fait, ça fait participer le débat. Donc j'entends, on serait un contrat aidé, on serait parfois un atelier national pour les ultralibéraux, chacun nous qualifie comme il le souhaite. Par contre, j'aimerais plutôt qu'on se dise dans notre pays quelles sont les conditions de réussite. C'est-à-dire, j'entends les risques, mais aussi les opportunités. Or, ce que je vois aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont retrouvé un emploi, qui ont un contrat à durée indéterminée et pas un contrat fragile ou quelque chose de précaire, justement. C'est un CDI, ou alors à moins que ce n'est pas un contrat spécifique supplémentaire qui a été créé. On s'appuie sur le droit du travail existant. Voilà, donc le droit du travail existant. On a en plus mis une clause qui fait que si une personne retrouve un autre emploi pendant la période d'essai, si elle échoue, eh bien, on peut la reprendre, donc on lui apporte une sécurité supplémentaire. Voilà. Donc je ne dis pas que ce projet, il est parfait. Bien sûr qu'il y a des imperfections, bien sûr, puisqu'en fait, on fait des choses. Donc forcément, quand on fait des choses, on ne peut que parfois échouer ou réussir. Bon. Mais moi, je suis persuadé que c'est une bonne voie, en fait, parce qu'on redonne de l'espoir et par la création d'activités. On ne dit pas que c'est un revenu comme ça qui passe par des tuyaux et qu'on va régler tous les problèmes en versant de l'argent comme ça sans créer d'activité. On part de la création d'activité, on part du territoire, on part des réalités du territoire. Donc je peux entendre toutes les critiques possibles et imaginables. Seulement ce que je constate, c'est que quand je vais à l'étranger voir des acteurs et des syndicats en particulier en Europe ou même au-delà de l'Atlantique qui réfléchissent sur les expérimentations, ils se posent plutôt les questions de se dire comment on peut réussir. Voilà. Comment on teste des idées plutôt que de partir de tous les principes possibles et inimaginables. Parce qu'à force d'ériger des principes, en fait, on ne fait plus rien. Donc les valeurs, on les a. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut faire des choses. Et moi, je dis aussi, attention, parce que ce sont des projets qui ne sont pas des mécaniques comme ça faciles à faire et que ça repose sur beaucoup d'investissements des personnes sur le terrain et qu'on compte sur les syndicats pour nous critiquer, voilà, quand il le faut, mais aussi pour peut-être nous aider sur comment on peut réussir. Voilà, c'est ça. Et là, je pense que vous pouvez aussi nous aider là-dessus, parce qu'il y a peut-être des points sur lesquels on va être faible, mais on a besoin d'être fort. Donc plutôt de le voir en positif, on va dire. Voilà. Il y a au moins un élément, quel qu'il soit, qu'on ne pourra pas nier, et c'est sans doute un des essentiels, c'est le consensus. C'est-à-dire que dès l'instant où on s'attaque à ce projet, si on peut dire ça comme ça, nécessairement, il va y avoir des choses, un réseau de gens autour. Et on intègre dans les comités locaux l'ensemble des acteurs, mais vraiment l'ensemble. Ça veut dire le fait, collectivité territoriale, association, le Pôle emploi, les assos, les entreprises, des habitants, les demandeurs d'emploi, enfin les personnes qui recherchent un emploi, le centre social pour nous, enfin les entreprises de l'insertion par l'activité économique, enfin la directe, le département, enfin bon, je vous en passe. Donc en clair, tous les gens qui sur le territoire ont des choses à apporter, d'une manière ou d'une autre, se mettent ensemble pour réfléchir. Et il est clair que ce lien qu'on a du mal, tout à l'heure Laurent parlait de silos, on éclate les silos, on fait un grand tas. Hein. Et effectivement, c'est aussi ça qui fait que il y a des choses qui changent au-delà de l'emploi, au-delà finalement de la réussite du projet. C'est mettre en mouvement une autre réflexion, une autre manière d'être ensemble et de partager sur un territoire en partant du territoire. C'est plus un truc qui nous vient du haut du Saint-Esprit et je ne sais pas d'où. C'est vraiment les gens qui se prennent la main à tout niveau et qui vont faire quelque chose. Ils vont faire. Et ils vont faire ensemble. Et ça, c'est une force. Et petit à petit, on voit bien... on voit comment ça évolue, parce qu'effectivement, au début, ils étaient plein qui disaient « Mais enfin, qu'est-ce qu'ils font ? Enfin, ça ne va jamais marcher. De toute façon, c'est sûr, dans 6 mois, c'est fini, c'est mort. »
ok. Et puis petit à petit, on se rend compte, maintenant, il y a des gens qui viennent nous voir, qui viennent vers nous pour qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que je peux, voilà, tiens, il y a peut-être ça à faire. Ah, ça change fondamentalement quelque chose. Donc vous décrivez un cercle vertueux, pour dire les choses. Ouais, des gens qui décident de faire ensemble quelque chose pour que tout le monde. Il y a un truc qui est quand même très important. Je crois que il y a la dignité des gens, mais pour tout le monde, c'est vrai, c'est que quand on vit nettement mieux, quand son voisin vit bien, c'est clair. Donc Ça sera le mot de la fin parce qu'il faut qu'on s'arrête là. Mais on va suivre le débat et les suites de cette expérimentation sur Mediapart, c'est certain. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous.